Bonjour à tous, bienvenue à cette IR légale organisée par le cabinet Lexing Belgium, cabinet d'avocats, et le groupe Lartier, l'éditeur juridique. Je vais vous laisser dans les mains expertes de mes collègues qui vont vous parler de la cybersécurité, notamment de l'adaptation de NIS 2 dans la loi belge, donc la directive NIS 2 qui proposait des obligations en matière de cybersécurité. Alors, un petit tour de table. Tout d'abord, on a la chance aujourd'hui d'avoir un intervenant externe. Ça nous arrive régulièrement, c'est toujours un plaisir. Et cet intervenant externe est Antoine Debouisson, pardon, de la société Enviso. Donc Enviso est un des champions belges, voire même européens, en matière de cybersécurité. Et Antoine est consultant en cybersécurité. Il vous parlera un peu plus de Enviso lorsque ce sera son tour. Et puis mes trois collègues, Victoria Ruel, Antoine Lange et Léa Kertemont. Voilà, sur ce, je laisse mes collègues prendre la main. Victoria, je pense que c'est toi qui prends le lead et je vous souhaite une bonne formation. Merci beaucoup. Merci Alexandre, merci, bonjour à tous. Juste peut-être pour faire un petit point sur le programme d'aujourd'hui, on va se poser plusieurs questions pour pouvoir aborder la directive NIS 2 et la loi NIS 2. Pour commencer, Antoine va vous parler du champ d'application de NIS 2 afin de savoir si vous êtes oui ou non concerné par les obligations de la loi NIS 2. Ensuite, Léa va expliquer concrètement quelles sont les obligations qui s'appliquent à vous si vous rentrez dans le champ d'application. Je reprendrai ensuite la main pour parler plus spécifiquement des incidents de sécurité et des obligations de notification en cas d'incident de sécurité. Et également, un point très important, c'est quel est le risque en cas de violation de NIS 2. Donc, quelles sont les sanctions qui peuvent s'imposer à vous si vous ne respectez pas les obligations de la loi NIS 2. Et pour finir, on aura le plaisir d'entendre le consultant de chez Enviso, Antoine Debuisson, pour nous parler un peu plus de la loi NIS 2 en pratique. Antoine, je te laisse la parole peut-être pour commencer. Merci Victoria et Alexandre pour cette introduction. On va se lancer donc directement dans le vif du sujet. Est-ce que mon entreprise, ou de manière plus large, mon entité, rentre dans le champ d'application de la loi NIS 2? Alors, on va d'abord s'attaquer sur l'aspect territorial. Bien évidemment, la loi va s'appliquer tout d'abord aux entités qui sont établies en Belgique et qui fournissent des services ou exercent une activité dans l'Union européenne. Ensuite, il faut aborder l'exception qui concerne spécifiquement les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique. Contrairement à la règle générale, ces entités n'ont pas besoin d'être formellement établies en Belgique pour être concernées par la loi. Il suffit qu'elles fournissent leurs services en Belgique pour être concernées. Et donc, ça permet d'inclure des acteurs comme des opérateurs de télécommunications qui vont parfois jouer un rôle essentiel dans l'infrastructure du pays, même s'il n'y a pas de bureau permanent, on va dire, ici même. Ensuite vient le cas des entités qui ne sont pas établies dans l'UE. Elles sont également concernées, mais sous certaines conditions. Elles doivent faire partie des trois secteurs du numérique qu'on listera plus tard, mais qui comprennent notamment les fournisseurs DNS, les services cloud, les moteurs de recherche ou les plateformes en ligne. Et donc, elles sont concernées si elles fournissent des services en Belgique ou dans l'UE et qu'elles désignent un représentant dans un État membre où les services sont fournis. Et donc, ces entités hors UE vont alors être réputées comme ayant un établissement en Belgique avec de nouveaux critères, c'est-à-dire si l'entité prend ses décisions principales liées à la gestion des risques de cybersécurité en Belgique, ou si le lieu de prise de décision ne peut pas être déterminé ou est en dehors de l'UE, mais que l'entité conduit quand même ses opérations de cybersécurité en Belgique, ou encore si c'est là que se trouve l'établissement principal avec le plus grand nombre d'employés. Alors, cette entité sera réputée comme établie en Belgique. Donc ça, c'était le champ territorial. Maintenant, il faut en venir au champ matériel et tout d'abord, les secteurs concernés. Donc, à la fin de la loi NIS 2, on va trouver deux annexes qui vont annoncer le nombre de secteurs désormais concernés par la nouvelle législation. Dans l'annexe 1, on va trouver ce qu'on appelle les secteurs hautement importants, les 11 secteurs hautement critiques. Et dans l'annexe 2, on va appeler les autres secteurs critiques. Premièrement, dans les secteurs hautement critiques, vous allez trouver d'abord le secteur de l'énergie, qui comprend donc l'électricité, les opérateurs de réseaux de chaleur et de froid, le secteur pétrolier, le gaz, l'hydrogène.
Vient ensuite le secteur des transports, transport aérien, ferroviaire, par eau et routier. Ensuite, le secteur bancaire, les infrastructures et les infrastructures de marché financier. Notez que pour ce secteur-là, le règlement DORA peut primer en matière de cybersécurité. Ensuite, le secteur de la santé, les eaux potables et les eaux usées, les infrastructures du numérique, notamment les services DNS, les services cloud, les secteurs de gestion des services TIC, qui est donc à différencier, les entités de l'administration publique sur lesquelles on s'attardera plus tard, et enfin, l'espace. Ça, c'était pour les secteurs hautement critiques. Maintenant, pour les autres secteurs critiques, on trouve les services postaux et d'expédition, la gestion des déchets, la fabrication, la production, la distribution de produits chimiques, les denrées alimentaires, la fabrication, notamment des dispositifs médicaux, d'équipements informatiques ou encore la production de véhicules et de matériel de transport. Ensuite, les fournisseurs numériques, on parle ici des places de marché en ligne, les moteurs de recherche et les plateformes de services de réseaux sociaux. Et enfin, le secteur de la recherche. Maintenant, outre le secteur, il y a aussi un critère de taille. Si vous êtes une grande entreprise, donc vous employez au moins 250 personnes, vous avez un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions d'euros ou un bilan annuel de plus de 43 millions, et que vous êtes dans un secteur hautement critique, vous serez considéré comme une entité essentielle. Si vous êtes de cette taille-là et êtes dans un secteur seulement critique, alors vous serez considéré comme une entité importante. Ensuite, la catégorie des moyennes entreprises. Donc, vous avez entre 50 et 250 employés. Vous avez un chiffre d'affaires entre 10 millions et 50 millions et avez un bilan annuel entre 10 millions et 43 millions. Qu'importe que vous soyez dans un secteur critique ou hautement critique, vous ne serez de toute manière considéré que comme une entité importante. Et enfin, pour les petites entreprises, donc moins de 50 employés, ou bien vous avez un bilan annuel ou un chiffre d'affaires de moins de 10 millions, vous n'êtes pas concerné, ou bien peut-être que si, parce qu'il y a évidemment des cas particuliers, sinon ça ne serait pas drôle. Et donc, si on sort, on va dire, du champ d'application basique, une entité peut tout de même, quelle que soit sa taille, être désignée comme critique si elle remplit certains critères. Tout d'abord, si elle fournit un service essentiel au maintien d'activités économiques ou sociétales critiques, par exemple des services comme ceux liés au DNS ou aux infrastructures critiques d'Internet, comme les prestataires de services de confiance qui sont régis par le règlement eIDAS, ces entités sont concernées. Si l'entité est le seul prestataire d'un service essentiel, puisque sa défaillance pourrait mettre en péril l'ensemble du système, elle serait concernée. Troisièmement, si l'interruption du service de l'entité a potentiellement un impact sur la sécurité publique ou entraînerait un risque systémique qui pourrait provoquer des effets en cascade et des répercussions qui pourraient aller jusqu'à d'autres pays, ces entités pourront être identifiées. Quatrièmement, les entités de la chaîne d'approvisionnement et d'autres services essentiels peuvent être concernées. D'approvisionnement d'autres services essentiels pourront être concernés pour bien s'assurer qu'il y a une résilience de toute la chaîne et que tous les acteurs soient protégés. Et enfin, cinquièmement, les entités du secteur public que j'aborde en détail dans le point suivant. Il faut donc savoir que la liste est mise à jour au minimum tous les 2 ans, que dans les 5 mois de votre désignation, vous devrez vous être enregistré. Et si vous êtes déjà identifié aujourd'hui, vous avez donc 5 mois à partir d'aujourd'hui, donc le 18 mars 2025. Et aussi, le roi peut identifier des entités, on peut créer de nouveaux secteurs, même pour des secteurs qui n'auraient, par exemple, qu'on n'aurait pas pu prévoir vu l'évolution de nos technologies ou de notre société. Et maintenant, point sensible, il faut aborder la question des entités publiques. Tout d'abord, les entités dépendant de l'État fédéral, la règle ici va être qu'elles seront par défaut concernées, sauf dans les cas d'exception. Pour les entités fédérées et pouvoirs locaux, elles seront concernées si elles exercent les activités des secteurs que j'ai listés, que leur taille est conforme, ou bien qu'elles sont identifiées par le CCB parce que considérées comme stratégiques avec les mêmes critères que dans la slide précédente. Donc pour les pouvoirs locaux, c'est assez nébuleux. Elles pourront être concernées avec de base le double critère activité-taille ou identifiées comme stratégiques. Et donc pour les CPAS, par exemple, s'ils exercent des activités de prestation de soins de santé, ça pourrait être le cas, par exemple, si l'entité est assez grande. Et on sait par exemple que pour les maisons de repos, celles-ci sont dans le champ d'application, elles doivent s'enregistrer, elles doivent notifier des incidents, et on sait qu'elles devront satisfaire simplement les obligations les plus basiques en termes de cybersécurité.
Maintenant, la question est de savoir quelles entités ne sont pas concernées en Belgique par la loi NIS 2. Déjà, tout ce qui touche à la sécurité nationale, la défense, la justice, la sécurité publique et les zones de police, tout ça est explicitement exclu dans la loi. Et deuxièmement, les banques et infrastructures de marché financiers, donc ces entités sont quand même incluses dans le champ d'application de NIS 2 parce qu'il se peut que certaines activités d'une entité ne sont pas complètement couvertes par le règlement DORA, alors NIS 2 pourra s'appliquer pour ces cas-là. Mais sinon, la règle, ça sera que le règlement DORA s'appliquera, qui est plus spécifique. Et enfin, la timeline de l'application de la loi NIS 2. Donc hier, on fêtait ce que certains appelaient le NIS 2 Day. C'était le dernier jour pour que les États membres implémentent la directive NIS 2 dans leur législation respective. La Belgique a donc bien fait les choses. Aujourd'hui, donc 18 octobre 2024, on fête l'entrée en vigueur de notre propre loi NIS 2 et la première obligation qui en découle, à partir d'aujourd'hui, si vous savez que vous êtes concerné, vous devez dorénavant vous conformer à l'obligation de notification des incidents de cybersécurité, dont on vous parlera plus en profondeur ensuite. Dans 2 mois, le 18 décembre 2024, les entités du secteur du numérique devront s'enregistrer sur Safe on Web. Le 18 mars 2025, toutes les autres entités devront s'enregistrer sur Safe on Web. Le 18 avril 2026, toutes les entités devront avoir réalisé leur première évaluation obligatoire vis-à-vis des mesures de cybersécurité dans leur entité. Et enfin, un an plus tard, le 18 avril 2027, les entités essentielles devront avoir obtenu leur certification pour démontrer leur conformité aux exigences en utilisant les certifications Cyber Fundamentals du CCB ou la norme ISO 27001. Voilà, c'était tout pour le champ d'application. Je vous laisse maintenant avec Léa pour vous parler du volet des obligations. Merci Antoine. Alors, maintenant que nous savons tous et tous si votre entité est concernée ou non par la nouvelle loi NIS 2, il est temps de s'intéresser aux obligations principales qui vont peser sur votre entreprise si elle est effectivement concernée. Alors, l'obligation principale est tout simplement de prendre des mesures appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui vont menacer la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Quand on lit cette obligation, on va se poser 2 questions. La première est celle du comment, la seconde est celle du pourquoi. Si on s'intéresse à la question du pourquoi, eh bien, en fait, on va se demander quels sont les objectifs poursuivis par cette obligation. Et ils sont de 2 ordres. Le premier est évidemment de gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, tandis que le second objectif est d'éliminer ou réduire les conséquences des incidents. Tout ça, c'est très bien, mais encore faut-il savoir ce que c'est un risque. Un risque, c'est un potentiel de perte ou de perturbation à la suite d'un incident. Et ce potentiel de perte ou de perturbation, il va s'exprimer comme étant une combinaison entre l'ampleur de la perturbation et la probabilité de survenance d'un incident. Et donc, qu'est-ce qu'un incident? Eh bien, un incident, c'est défini largement comme étant tout d'abord un événement. Un événement qui va venir compromettre la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou encore la confidentialité des données, peu importe si ces données sont stockées, transmises ou traitées d'une manière générale, mais ça peut aussi être un événement qui vient compromettre la disponibilité, l'authenticité des services qui sont offerts ou rendus disponibles par des réseaux et des systèmes d'information. Alors, voilà pour les objectifs, mais comment parvenir à prendre de telles mesures? La loi le précise, il faut prendre des mesures qui sont appropriées et proportionnées, et il faut également que ces mesures soient d'ordre soit technique, opérationnel ou organisationnel. Des mesures techniques, ça touche vraiment aux technologies qu'on va utiliser et aux outils spécifiques pour pouvoir protéger les réseaux et les systèmes d'information. Donc, ça passe par l'utilisation de pare-feu, d'antivirus, de méthodes de chiffrement et autres. Les mesures opérationnelles, quant à elles, vont toucher réellement aux politiques, aux procédures et aux pratiques qui vont être mises en œuvre par votre entité pour protéger les réseaux et les systèmes d'information. Ça passe par la formation du personnel, la gestion des mots de passe, des sauvegardes régulières, etc. Et enfin, les mesures organisationnelles touchent réellement au personnel, touchent aux gens et donc aux rôles et aux responsabilités qu'on va attribuer à chacun
à la détermination de procédures en cas de violation de la sécurité des réseaux, quelles sont les procédures en cas d'intervention d'urgence, les procédures d'audit régulier, etc. Et donc, toutes ces mesures, je l'ai dit juste avant, doivent être appropriées et proportionnées. Des mesures qui sont appropriées sont des mesures qui vont garantir un niveau de sécurité adapté au risque qui est existant. Pour ce faire, on va tenir compte de 3 éléments. D'abord, l'état des connaissances, c'est-à-dire quelles sont les technologies les plus actuelles, mais aussi quels sont les risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Et pour ça, je vous invite toutes et tous à aller lire le dernier rapport de l'Agence européenne pour la cybersécurité qui s'appelle le Threat Landscape, qui a été publié tout récemment et qui reprend en fait les risques, ou entre guillemets les tendances en matière de risques de cybersécurité. Ensuite, vous devrez tenir compte des normes européennes et internationales applicables s'il y a lieu et si ça s'applique à votre entreprise. Et enfin, des coûts de mise en œuvre, parce qu'évidemment, des mesures appropriées sont des mesures qui restent viables économiquement pour votre entreprise. Enfin, vos mesures doivent être proportionnées et des mesures proportionnées, ce sont des mesures pour lesquelles on va prendre en compte 4 éléments différents, à savoir le degré d'exposition au risque de votre entité, la taille de votre entité, la probabilité de survenance d'un incident et enfin la gravité de cet incident s'il devait avoir lieu. Et la gravité de l'incident ne se calcule pas uniquement par rapport à l'impact que ça pourrait avoir pour l'entité elle-même, mais bien sûr, il faut avoir égard aussi aux conséquences économiques et sociales, c'est-à-dire ce qui va se passer comme répercussion externe à votre entreprise. Alors, quelles mesures adopter, puisqu'on sait qu'elles doivent être appropriées, proportionnées, quelles mesures prendre exactement? La loi impose d'avoir une analyse des risques qui va être fondée sur une approche tout risque. Tout risque, ça signifie qu'on va tenter de protéger les réseaux et les systèmes d'information, mais qu'on va également protéger l'environnement physique de ces réseaux et de ces systèmes. Parce que les menaces de cybersécurité, elles pèsent aussi sur l'environnement physique et des risques peuvent, par exemple, être tout simplement des incendies, des inondations, etc. Donc l'objectif est de protéger l'ensemble des réseaux et de l'environnement physique qui l'accompagnent, mais aussi de protéger, d'avoir des mesures de sécurité à chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement. Et pour ça, pour établir ce que la loi NIS 2 appelle une PSI, soit une politique de sécurité des systèmes et des systèmes d'information et des réseaux, excusez-moi, eh bien la loi vous fournit une liste de mesures minimales, donc vous êtes obligé de toutes les prendre en compte, et elles sont au nombre de 11. On va vous les présenter dans un ordre différent de celui qui est présenté dans la loi, mais c'est voulu parce que comme ça, on va les trier en fonction de leur caractère, à savoir organisationnel, opérationnel et technique. Et donc, pour les mesures organisationnelles, vous devez tout d'abord adopter des politiques d'analyse et de sécurité des systèmes d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez vous poser la question, est-ce que ma politique d'analyse des risques va couvrir tous les aspects critiques de mes systèmes d'information et est-ce qu'elle est tenue régulièrement à jour? Vous devez ensuite prévoir des mesures d'évaluation de l'efficacité des mesures que vous avez prises. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous devez vous demander, est-ce que je réalise des audits réguliers? Est-ce que comment vais-je évaluer du coup l'efficacité des mesures que j'ai prises? Quelles sont les pratiques qui s'offrent à moi? Ajout de la loi belge, ensuite, vous avez l'obligation d'adopter des politiques de divulgation des vulnérabilités. Et donc, vous devez vous interroger et vous demander, avons-nous un processus formel pour recevoir, évaluer ou corriger des vulnérabilités qui seraient découvertes par des tiers, par exemple? Pour ce qui est des mesures opérationnelles qui sont plus nombreuses, la première va concerner la gestion des incidents. Donc, est-ce que j'ai une procédure claire pour identifier, signaler et également répondre aux incidents qui pourraient survenir? Vous devez avoir des mesures liées à la sécurité des ressources humaines. Donc, par exemple, ça va être des mécanismes d'accès, qui a un badge, par exemple, pour accéder à tel endroit de mon entreprise, qui a besoin d'accéder à telles informations, etc. Ensuite, vous devez prendre des mesures liées à la continuité de vos activités. Donc, en cas d'incident, comment faire pour m'assurer que cet incident n'a pas un impact tel que mon entreprise s'arrête tout simplement? Eh bien, ça va passer par des mesures de sauvegarde, des procédures de gestion des crises, etc.
Et enfin, ensuite, vous devez vous intéresser aux mesures de cyberhygiène et de formation. Ça touche de nouveau votre personnel, c'est-à-dire les former, les sensibiliser au fait de changer régulièrement de mot de passe, de faire attention au matériel, etc. Ça passe ensuite par un point très important qui est donc la sécurité des chaînes d'approvisionnement. La loi vous impose, quand vous adoptez vos mesures, de prendre en compte également les vulnérabilités qui touchent vos fournisseurs, vos prestataires. L'idée, c'est bien sûr de ne pas être juste soit correctement protégé, mais de s'assurer que tout ce qui est externe à votre entreprise soit protégé également. Et enfin, pour ce qui est des mesures techniques et donc des solutions technologiques à adopter pour protéger vos réseaux et systèmes d'information, ça passe tout d'abord par la sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance de vos réseaux et systèmes d'information. Et pour assurer une telle sécurité, en général, il vaut mieux avoir des contrats qui sont plutôt bien agencés. Ça passe ensuite par la cryptographie et le chiffrement. Et enfin, vous devez vous assurer d'avoir des solutions d'authentification sécurisées, qu'elles soient à un facteur, à deux facteurs. Et enfin, vos communications, qu'elles soient vocales, vidéo, textuelles, doivent également être sécurisées. Si malgré tout ça, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en conformité avec les 11 mesures visées, la loi vous impose de prendre toutes les mesures correctives nécessaires, appropriées et proportionnées de nouveau, et ce, sans retard injustifié. La loi ne précise pas de délai particulier, ça veut simplement dire, si vous n'êtes pas en conformité, ne traînez pas. Alors, maintenant que vous savez les mesures que vous devez prendre, comment vous assurer du respect de vos obligations? La loi prévoit un système de supervision qui va passer par l'évaluation périodique de la conformité de votre entreprise aux obligations NIS 2. Alors, qui ça concerne? Eh bien, évidemment, ça concerne les entités essentielles. Pour elles, cette évaluation périodique de la conformité, elle est obligatoire, alors que pour les entités importantes, elles pourront se soumettre à cette évaluation, mais sur base volontaire uniquement. Et comment ça va se passer? Eh bien, vous avez deux manières de procéder. Et là, je parle principalement des entités essentielles, puisque l'entité essentielle peut choisir entre une évaluation donc périodique, comme je l'ai dit, excusez-moi, par un organisme qui sera agréé par l'Autorité nationale de cybersécurité, qui est en Belgique le CCB, ou alors l'entité essentielle peut choisir de se soumettre à une inspection directement par le CCB. Et dans ce cas-là, ça n'aura lieu que maximum une fois par an et ça ne vaut pas pour les entités importantes, comme je l'ai dit. Quel est l'intérêt d'avoir ce type d'évaluation périodique? Eh bien, c'est que vous pouvez obtenir à la fin de ce processus une certification. On parle de certification pour les entités essentielles et d'avis de vérification pour les entités importantes. L'avantage, c'est le suivant, eh bien, vous aurez une présomption de conformité avec les obligations de cybersécurité qui sont prévues par NIS 2, et ce jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est un peu un gage de confiance qu'on vous accorde en disant, voilà, vous respectez, et puisque vous êtes certifié, normalement, c'est une preuve que vous vous conformez à la loi. Pour réaliser cette évaluation de conformité, vous avez le choix. Vous devez choisir entre deux cadres de référence qui sont prévus par l'arrêté royal, donc qui accompagne la loi NIS 2. Vous pouvez choisir entre le Cyber Fundamental Framework, que Antoine de Buisson vous expliquera plus amplement par la suite, qui a été établi par le CCB lui-même et qui assure en fait différents niveaux d'assurance, à savoir du niveau basique en passant par le niveau important pour finir par le niveau essentiel. Si vous ne voulez pas utiliser le cadre de référence établi par le CCB, vous pouvez toujours vous référer à un autre cadre de référence qui est la norme ISO 27001. Et donc, si vous êtes une entité essentielle, vous allez avoir besoin d'une certification au niveau essentiel. Cela va de soi. Sauf que vous pouvez éventuellement obtenir une vérification pour un niveau inférieur si vous arrivez à justifier que votre analyse des risques démontre que vous pourriez vous conformer à un niveau plus faible. Toutefois, si vous décidez de vous conformer à un niveau plus faible, eh bien vous le faites sous votre seule responsabilité. Ce ne sera pas approuvé par le CCB. Et si, en cas de contrôle, le CCB considère que vous vous conformez à un niveau qui est trop peu élevé, eh bien vous vous exposerez à des sanctions. Enfin, l'entité essentielle a de toute façon une obligation de communiquer son attestation de conformité et son analyse des risques au CCB par voie électronique.
En ce qui concerne les entités importantes maintenant, comme je l'ai dit, elles n'ont pas une certification, mais un avis de vérification. Et ça va se fonder sur une auto-évaluation annuelle, qui, elle, sera vérifiée ensuite par un organisme agréé par le CCB, et cet organisme délivrera un rapport de vérification. Je termine rapidement par le rôle des organes de direction. Donc, le top management, lui, va avoir 4 rôles principaux, c'est-à-dire approuver, superviser, se former, et n'étant pas un rôle, mais plutôt une conséquence, il pourra avoir sa responsabilité engagée s'il ne respecte pas ces 3 premiers rôles qui sont approuver, superviser et se former. Approuver, évidemment, les mesures de gestion des risques qui ont été prises, superviser la mise en œuvre de ces mesures. Ils pourront, comme je l'ai dit, être tenus responsables si, en cas de violation donc, de leurs devoirs de supervision et d'approbation, et tenus responsables en tant que personne physique et non en tant que personne morale, en tant que représentant de l'entité. Et enfin, ils ont donc une obligation de se former. Se former pourquoi? Eh bien, pour acquérir les connaissances et les compétences qui seront suffisantes pour plusieurs choses. D'abord, déterminer les risques et enfin, évaluer les pratiques et leur impact sur les services fournis. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à Victoria qui va vous présenter ce qu'il faut faire en cas d'incident. Merci Léa. Alors, comme on l'a expliqué, le but général de la directive NIS 2 et de la loi NIS 2, c'est de renforcer plus encore la cybersécurité des entreprises qui jouent un rôle qui est considéré comme déterminant dans la société. Ce qu'on sait aussi, c'est que même si l'organisation met en œuvre les mesures de sécurité pour réduire les risques d'incidents, ils se produiront toujours, des incidents. Il y aura toujours des catastrophes naturelles qui peuvent mettre en péril le fonctionnement d'une entreprise, il y aura toujours des hackers qui arriveront à outrepasser les mesures de sécurité qui sont en place, etc. Et donc, c'est à ce moment qu'entre en jeu la dernière obligation majeure de la directive et de la loi NIS 2, à savoir l'obligation de notification ou de reporting. Pour commencer, à partir du 18 octobre 2024, donc vous verrez que notre timing est plutôt parfait, l'entité sera dans certains cas obligée de notifier au CCB l'incident qu'elle a subi. Cette obligation s'applique à toutes les entités qui sont essentielles et importantes, et ces entités devront notifier l'incident à l'autorité nationale. Donc pour la Belgique, c'est le CCB qui a été désigné. Alors, dans quel cas est-ce que les entités sont obligées de notifier le CCB si l'incident peut être considéré comme un incident important? L'incident a été défini par Léa juste avant, donc comme elle l'a dit, c'est un événement qui compromet la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données ou des services que les réseaux et systèmes d'information offrent. Cet incident sera considéré comme important et donc déclenchera cette obligation de notifier lorsque soit il peut causer une perturbation opérationnelle grave des services ou des pertes financières pour l'entreprise concernée, soit s'il peut affecter les personnes physiques ou morales en causant des dommages, qu'ils soient matériels, corporels ou moraux, mais que ces dommages seront considérables. Très concrètement, la notification elle se fera par le biais d'une plateforme en ligne qui sera mise à disposition par le CCB. Elle n'est pas encore mise en place, mais elle le sera prochainement. Il ne suffit toutefois pas d'informer le CCB qu'il y a eu un incident et puis basta. La notification, elle doit se faire en plusieurs étapes avec, pour chaque étape, un délai strict à respecter. Pour commencer, dans les 24 heures après la connaissance de l'incident, les entités doivent soumettre au CCB ce qu'on appelle une alerte précoce. Cette alerte précoce, elle indique si on suspecte que l'incident important a été causé par des actes illicites ou malveillants ou s'il pourrait avoir un impact transfrontalier. Cette alerte doit certes intervenir dans un délai très rapide, donc on est ici sur 24 heures, mais elle ne demande pas d'efforts considérables ou de fournir une quantité exceptionnelle d'informations. Le législateur, il a été attentif au fait que dans une telle situation, la notification ne doit pas détourner les ressources de l'entité qui doivent se concentrer sur le fait il faut qu'on fasse face à cet incident et il faut que nos ressources soient focalisées sur la réponse à apporter à cet incident. Ensuite, dans les 72 heures après avoir eu connaissance de l'incident, les entités doivent soumettre au CCB une notification d'incident. Cette notification d'incident a pour but, premièrement, de mettre à jour les informations qui ont été données précédemment dans l'alerte précoce et également de fournir une première évaluation de l'incident, y compris sur la gravité et l'impact de l'incident et si les informations sont disponibles sur les indicateurs de compromission.
Ensuite, le CCB a toujours la possibilité de demander à l'entité un rapport intermédiaire avec un update de la situation. Et pour finir, un rapport final sera fourni au plus tard dans le mois de la présentation de la notification d'incident. Donc, on a ce délai d'1 mois après la notification d'incident qui est elle-même intervenue 72 heures maximum après la prise de connaissance de l'incident. Dans ce rapport final, il faut qu'on y retrouve une description détaillée de l'incident, y compris à nouveau de sa gravité et de son impact, le type de menace ou la cause qui a déclenché l'incident, les mesures d'atténuation qui ont été prises ou qui sont en cours, et si nécessaire, l'impact transfrontalier de l'incident. Une fois que l'incident est notifié, l'entité va pouvoir bénéficier d'une assistance de la part du CCB. Donc, dans les 24 heures suivant la réception de l'alerte précoce, le CCB fournit un retour d'information initial sur l'incident. À la demande de l'entité peut également obtenir du CCB des orientations ou des conseils opérationnels sur la mise en œuvre éventuelle de mesures d'atténuation ou également obtenir un soutien technique de la part du CCB. Et donc, c'est toujours intéressant, si vous subissez un incident de sécurité et que vous le notifiez, de faire en même temps que l'alerte précoce une demande d'obtenir du CCB cette assistance, ces conseils et cette solution, ce soutien technique supplémentaire. Lorsqu'il y a lieu de suspecter également que l'incident est de nature criminelle, le CCB fournit également à l'entité des orientations sur la manière de notifier l'incident aux autorités répressives. Outre la notification au CCB, les organisations peuvent également être tenues d'informer les destinataires du service de la survenance de l'incident. Cette obligation, elle entre en jeu dans 2 situations différentes. Premièrement, si l'incident est susceptible de nuire à la fourniture des services. Et deuxièmement, si les destinataires du service eux-mêmes sont potentiellement affectés par la cybermenace importante. Et donc, dans ce cas-là, si les destinataires sont potentiellement affectés, l'entité va devoir les informer non seulement de la menace, mais également des corrections qu'ils peuvent apporter pour se protéger face à cette menace. Le législateur va encore plus loin et prévoit que, en plus de la notification de l'incident à la CCB et en plus de la notification de l'incident aux destinataires des services, dans certains cas, le CCB peut également informer le public de l'incident important qui est survenu. Cette information au public pourra être effectuée si la sensibilisation au public est nécessaire pour prévenir ou pour contenir un incident important, ou si le CCB estime que la divulgation de cet incident est dans l'intérêt du public. Si vous n'êtes pas obligé de notifier l'incident en application des règles que je viens d'énoncer, vous pouvez toutefois décider de manière tout à fait volontaire de notifier l'incident. Le CCB reçoit donc également les notifications des entités essentielles et importantes lorsque ces incidents ne sont pas considérés comme des incidents importants, donc quand ils ne rentrent pas dans la qualification des incidents qu'on peut considérer comme importants. Mais également, on peut notifier pour tout ce qui est cybermenace ou pour les incidents qui ont été évités. Ensuite, la CCB reçoit également les notifications des entités qui sont ni des entités essentielles, ni des entités importantes, et même d'entités qui ne sont même pas soumises au champ d'application de NIS 2, qui veulent notifier la CCB des incidents significatifs qu'ils ont rencontrés, des cybermenaces et à nouveau des incidents évités. En cas d'incident, vous devez également être attentif au fait que cet incident peut également constituer une violation de données à caractère personnel au sens des réglementations applicables en matière de protection des données et plus spécifiquement en application du RGPD. Concrètement, l'entité qui a respecté les obligations de notification sous NIS 2 ou qui n'est pas soumise aux obligations de notification sous NIS 2 n'est pas forcément tirée d'affaire. Le RGPD, lui, va venir s'appliquer en plus à toute violation de données à caractère personnel. Alors, la définition de violation dans l'RGPD est très semblable à celle d'incident sous NIS 2. Donc, la question qui va se poser quand on est face à un incident, c'est de se demander est-ce que, en pratique, l'incident a touché des données à caractère personnel? Alors, pour rappel, une donnée à caractère personnel est toute information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable. Donc, on comprend facilement que toute donnée privée qu'on peut rattacher à une personne physique est une donnée à caractère personnel. Mon nom, mon prénom, mon adresse postale, mon adresse email, mon numéro de téléphone sont toutes des données à caractère personnel.
Attention également que les données professionnelles sont également des données à caractère personnel si elles permettent d'identifier la personne. Donc, par exemple, mon adresse email v.ruel@lexing.be est considérée comme une donnée à caractère personnel. À l'inverse, toutes les adresses qui sont génériques, donc info@lexing par exemple, ne sont pas considérées comme des données à caractère personnel et sortent complètement du champ d'application de RGPD. Si on est face donc à une violation qui a touché des données qu'on peut considérer comme des données à caractère personnel, on retrouve également des obligations de notification sous le RGPD. Le processus de notification est toutefois plus simple que celui que prévoit la loi de Nice 2. Il y a simplement 3 hypothèses. Premièrement, soit la notification n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et les libertés des personnes physiques. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de notification. Deuxième hypothèse, la violation en question est susceptible d'engendrer un risque pour les droits et les libertés des personnes physiques. Et là, dans ce cas-là, l'entité a un délai de 72 heures à partir de la prise de connaissance de l'incident pour notifier la violation à l'autorité belge de protection des données. Et la dernière hypothèse, c'est celle dans laquelle la violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques. Et dans ce cas-là, il faudra non seulement notifier l'APD, l'autorité de protection des données, mais en plus notifier les personnes concernées, donc les personnes dont les données ont été compromises au cours de l'incident, qu'un incident est survenu, que les données ont été violées. Alors, si les deux règlements s'appliquent, si on rentre tant dans le champ d'application de Nice 2 qui oblige à notifier au CCB et le champ d'application du RGPD qui oblige à notifier à l'APD, en principe, il faut faire ces deux notifications. Donc, la notification qui est prévue sur Nice 2 ne dispense pas l'entité de notifier à l'APD la violation de données. La loi Nice 2 prévoit même que lorsque le CCB prend connaissance dans le cadre de ses missions du fait qu'une violation a été commise, que cette violation a touché des données à caractère personnel et qu'elle devrait être notifiée à l'autorité belge de protection des données, le CCB va lui-même informer sans retard l'autorité de protection des données de la survenance de l'incident. Et donc, ça signifie que si vous notifiez un incident à la CCB et que l'incident implique des données à caractère personnel, vous avez grandement intérêt à respecter votre obligation de notification à l'APD, car l'APD sera de toute façon informée de la survenance de cet incident, même si vous ne la notifiez pas vous-même. La dernière partie sur cette présentation plus théorique et juridique, avant de laisser la parole à Enviso, concerne maintenant la question de savoir quel est le risque en cas de violation de la loi Nice 2. Donc, pour être efficace et respecté par les entités, tant essentielles, importantes, toutes les entités qui sont soumises à la directive et à la loi, il est impératif que, premièrement, les violations de la loi Nice 2 puissent être identifiées par les autorités compétentes et ensuite que ces autorités puissent sanctionner si nécessaire, les entités contrevenantes. Alors, comme Léa l'a déjà dit, les entités essentielles, elles sont obligatoirement soumises à une évaluation périodique de conformité et peuvent être soumises à tout moment à un contrôle. Les entités importantes peuvent volontairement se soumettre à ces mêmes contrôles, mais si ce n'est pas le cas, les entités importantes seront supervisées uniquement par les services d'inspection ex post, c'est-à-dire soit parce qu'il y a eu un incident, soit parce que plusieurs éléments indiquent que l'entité importante ne respecterait pas les obligations qui lui en sont imposées par la loi et la directive NIS 2. Pour assurer leur mission de contrôle, les services d'inspection ont plusieurs prérogatives. Par exemple, elles peuvent faire des inspections sur place et des contrôles à distance. Elles peuvent faire des scans de sécurité. Elles peuvent également demander des informations, notamment demander de se faire remettre les politiques de cybersécurité qui doivent être consignées par écrit par les entités. Elles peuvent également demander l'accès à des données, à des documents, ou encore demander des preuves de la mise en œuvre des politiques de cybersécurité. Donc, non seulement montrer qu'on a cette politique de cybersécurité, mais également montrer qu'elle est respectée et qu'elle est appliquée en l'espèce. Si au terme de ces mesures, les agents constatent effectivement des violations de la loi Nice 2, ils pourront alors imposer des mesures d'exécution à l'entité contrevenante. Par exemple, des avertissements, des instructions contraignantes, par exemple ce qui se concerne des mesures nécessaires qui doivent être mises en place pour éviter les incidents ou pour répondre à un incident qui est survenu, ordonner aux entités concernées de mettre fin à un certain comportement, etc. Pour les entités essentielles, il y a une mesure supplémentaire. L'autorité peut imposer à l'entité essentielle de désigner pour une période déterminée un responsable du contrôle qui a des tâches bien définies pour superviser le respect et la mise en conformité dans les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité.
Et pour finir, bien évidemment, les autorités peuvent infliger des amendes administratives aux entités qui ne respectent pas leurs obligations. Pour définir quelles mesures d'exécution seront appliquées et donc aussi pour prendre la décision de est-ce que oui ou non une amende administrative est appropriée et si oui, quel sera le montant de cette amende, les autorités tiennent compte de plusieurs critères listés par le législateur. Parmi ces critères, on retrouve bien évidemment la gravité de la violation, qui comprend l'importance des dispositions qui sont enfreintes, également quel est le fait que oui ou non les violations sont répétées, le fait de ne pas avoir notifié un incident de sécurité, etc. Sera également pris en compte la durée de la violation, le fait qu'il y a eu une violation antérieure qui a été commise par l'entité concernée, les dommages qui ont été entraînés par ces violations, le degré de coopération également avec les autorités. Est-ce que l'entité a coopéré avec les entités lors de leur enquête ou est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Et avant de prendre ces mesures d'exécution, les autorités seront informées les entités seront informées par les autorités de leurs intentions. Donc, l'autorité va prévenir l'entité du fait qu'elle envisage d'infliger telle ou telle mesure et l'entité a la possibilité, dans un délai de 30 jours, de formuler ses propres arguments, de donner tous ses moyens de défense et même de solliciter d'être entendue avant que la décision finale soit prise par les autorités. Concernant plus précisément les amendes administratives, elles sont imposées en complément d'une ou l'autre mesure d'exécution qu'on a vue juste avant et elles doivent intervenir dans les plafonds qui sont bien entendu prévus par la directive et par la loi NIS 2. Donc par exemple, l'amende peut aller de 500 à 125 000 euros pour le non-respect des obligations d'information. Elle peut aller jusqu'à 200 000 euros pour l'entité qui sanctionnerait un de ses employés ou un de ses sous-traitants en raison de son exécution des obligations de la loi. Et pour finir, les plafonds les plus importants sont pour les entités essentielles, les amendes administratives peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel. Et pour les autorités, les entités importantes, elles peuvent aller jusqu'à 7 millions ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel mondial total. Bien entendu, c'est le montant le plus élevé qui est retenu. On peut également mettre des astreintes en plus. Donc, si l'autorité elle décide d'imposer des mesures correctrices à l'entité importante ou essentielle, elle peut décider aussi d'imposer des astreintes pour encourager encore plus, grâce à cet incitant, l'entité à se conformer aux mesures imposées. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que si l'entreprise est en récidive, tous les montants des amendes peuvent être doublés. Et donc, on voit que les montants ici ne sont pas négligeables et que les montants des amendes peuvent être très importants. Pour les entités essentielles, si elles ne se conforment pas aux mesures d'exécution prononcées, les autorités peuvent sortir l'artillerie lourde et mettre en place 2 mesures supplémentaires. La première, suspendre temporairement une certification, une autorisation concernant une partie ou la totalité des services qui sont fournis par l'entité essentielle, ou également interdire temporairement à toute personne physique qui exerce des responsabilités dirigeantes à un niveau de directeur général ou de représentant légal d'exercer cette responsabilité. Donc là, on voit vraiment que c'est des obstacles importants dans le fonctionnement au jour le jour de l'entité si cette entité essentielle n'a pas respecté les mesures d'exécution qui ont été prononcées par les autorités. De son côté, le RGPD prévoit également tout un arsenal de sanctions à la disposition de l'autorité de protection des données qui constate un manquement du RGPD. Donc, si la chambre contentieuse, qui est l'organe décisionnel de l'APD, constate des violations, elle décide ensuite de la sanction à appliquer parmi la réprimande ou l'avertissement, soit un simple rappel à l'ordre. Elle peut également interdire un transfert de données ou limiter un traitement et également imposer des amendes administratives. À nouveau, la législation prévoit tous des critères à prendre en compte pour sélectionner la sanction qui est appropriée à la violation et éventuellement, si oui ou non une amende administrative est une sanction appropriée. Donc, on va tenir compte de la nature, de la durée de la violation, également du nombre de personnes qui ont été touchées par cette violation, est-ce qu'elle était intentionnelle ou non, est-ce que des dommages ont été subis par les personnes concernées suite à cette violation, etc. L'APD, donc la chambre contentieuse, peut également imposer des amendes administratives en cas de violation du RGPD.
Pour les infractions les moins graves, le plafond est fixé à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial de l'entité. Et pour les infractions les plus graves, ça monte jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Par exemple, les dispositions qui sont consacrées aux violations des données, donc l'obligation de notifier l'APD en cas de violation des données, font l'objet d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros. Attention toutefois que la violation peut révéler d'autres manquements qui peuvent, eux, évidemment, faire monter le plafond de l'amende administrative de l'APD. Pour finir, nous soulignons que la loi NIS 2 prévoit que lorsque les autorités de protection des données imposent déjà une amende administrative, l'autorité nationale de cybersécurité n'impose pas d'amende administrative pour une violation qui découle du même comportement. Mais attention, comme je l'ai dit, l'APD sanctionne très rarement une entité pour un seul et même comportement. Une fois que l'autorité de protection des données a mis le nez dans les traitements de données qui sont faits par l'entreprise, même si il y a eu un incident, même si éventuellement la violation a été notifiée, elle peut tout à fait aller examiner toutes les autres traitements de données qui sont réalisés par l'entreprise et vérifier que toutes les autres dispositions du RGPD sont bien respectées et à ce moment-là, imposer une amende administrative plus importante. Nous avons maintenant fini avec la partie juridique de notre exposé et je passe la parole à Antoine Debuisson pour la partie pratique. Merci. Merci Victoria, bonjour à tous. Merci de me recevoir pour cette courte présentation. Je vais essayer de respecter vos agendas et je vais essayer de surtout présenter l'aspect plutôt pratique avant 9h30. Voilà, je vais peut-être du coup passer quelques informations, mais elles sont dans les slides de toute manière et ce sera peut-être plus des aspects techniques qui seraient plus utiles à vos équipes d'informatique ou de cybersécurité. Donc pour me présenter très rapidement, Nice to meet you, c'est la petite blague qu'on fait à chaque fois. Je suis Antoine Debuisson, je suis consultant en cyber stratégie et architecture, techniquement. Je suis conseiller NIS 2 pour la Belgique, mais j'aide des multinationales aussi, qui sont au sein de l'Europe, mais qui sont établies en Belgique, à se mettre en conformité avec NIS 2. Je fais plutôt l'aspect comment dire, alignement avec les cadres de référence. Pour tout ce qui est du volet technique, je laisse ça à mes collègues qui sont bien plus compétents que moi, pour tout ce qui est réseau, infrastructure, etc. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on aide les entreprises à se mettre en conformité avec NIS 2 et avec d'autres cadres de référence, bien sûr. Donc l'idée de cette présentation, ça va être vraiment d'apporter l'aspect pratique de ce que vous pouvez faire de votre côté, sans l'aide de cabinets privés, sans l'aide de quiconque, juste avec des informations qui sont publiques et en ligne, vous positionner un petit peu sur où vous en êtes par rapport à cette directive, et également ce que vous pouvez faire pour essayer de vous mettre en conformité avec. J'aimerais juste faire une brève histoire introductive, je vais aller assez vite, mais j'aimerais rebondir sur ce que Léa a dit dans sa présentation où elle parlait du pourquoi. Et je pense que le pourquoi est très important parce qu'on a des clients qui de temps en temps, je vais faire l'animation assez vite, qui de temps en temps nous contactent et nous disent voilà, on a eu un incident. Dans ce cas présent, c'est une histoire vraie. Donc le fichier TXT que vous voyez à l'écran, c'est réellement quelque chose qui a été sur une machine d'une entreprise qu'on a aidée, où ils ont un incident, un ransomware, donc un rançon logiciel, c'est propagé sur leur système et ils ne peuvent plus rien faire. Donc c'est une PME, imaginons, dans ce cas-ci c'était une PME, ils payent la rançon et en fait le logiciel de décryption ne fonctionne pas. C'est souvent des groupes de hackers qui ne prennent pas vraiment en considération la problématique derrière si leur logiciel de décryptage ne fonctionne pas. Et vous vous retrouvez avec une entreprise qui emploie peut-être 50 personnes qui doit mettre clé sur porte parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne au sein de l'entreprise, il n'y a plus de sauvegarde disponible, les backups sont infectés, etc. Et là, on a 50 personnes qui perdent leur emploi, on a une perte au niveau économique également, et c'est dramatique. Surtout que les techniques de hacking s'améliorent de plus en plus. Là, en l'occurrence, pour ce client-là, c'était un cryptage au niveau militaire, donc on ne peut rien faire, quoi. Et c'est une histoire un peu triste pour commencer, mais c'est pour ça que l'Europe, en fait, met en place cette directive NIS 2, qui est bien plus large que NIS 1, qui est bien plus demandeuse aussi au niveau de la maturité des contrôles à mettre en place, mais c'est pour protéger, en fait, les infrastructures au niveau européen et notre société par la même occasion, parce qu'on dépend de toutes ces entreprises qui produisent ou qui fournissent de l'énergie, de celles qui s'occupent de la gestion de l'eau, etc. Et donc, voilà, ça répond un petit peu au pourquoi sur le plan pratique. Je vais vite fait aborder les différences entre NIS 1 et NIS 2, parce que peut-être que vous étiez déjà dans le scope de NIS 1, peut-être pas, parce qu'on sait que le scope a grandement été agrandi. On est passé de 7 secteurs à 17. Ça fait quand même une différence significative. Il y avait 20 000 entreprises qui étaient concernées dans l'Union européenne. Maintenant, on a plus de 300 000. Donc au niveau belge, ça fait énormément d'entreprises qui sont également incluses dans le scope maintenant. Et l'idée, ça va être de se concentrer beaucoup plus sur l'évolution des contrôles en fonction du risque, de la menace, comme Léa en a parlé, si je ne dis pas de bêtises. Et on va aussi beaucoup plus se concentrer sur les questions de chaîne d'approvisionnement.
parce que c'était pas un volet qui était adressé dans NIS 1. C'est souvent quelque chose qui est très peu regardé au niveau des entreprises et c'est quelque chose qui vous concerne aussi beaucoup en tant que représentants légaux, parce que ça se passe au niveau des contrats. On va, par exemple, pour l'applicatif, pour tout ce qui est application critique, on va aller demander à nos fournisseurs de mettre en place des clauses de droit d'audit, de pen testing, donc des tests de sécurité des applications, etc. Tout ça va se passer au niveau contractuel et ça vous concernera sûrement. Vous pourrez aussi peut-être devoir remplir des questionnaires quand vous essayerez de contracter avec des nouveaux fournisseurs. Et tout ça, ça vient avec la directive NIS 2 parce que c'est un des requirements. On en reparlera, mais ce sera présent également dans les frameworks, les cadres de référence qui vous permettent de rentrer en conformité avec la directive. Alors les nouveaux secteurs, bon, il y en a quand même beaucoup, vous pouvez les voir ici à l'écran. Il y a également un élargissement des secteurs qui étaient déjà dans NIS 1, par exemple l'énergie, typiquement l'hydrogène, il me semble, a été rajouté. Et donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet appel aujourd'hui. Pour ce qui est du champ d'application et du contrôle, je vais l'aborder très rapidement, mais je vous conseillerais de, encore une fois, vous renvoyer à vos cadres de référence. Mais il va y avoir principalement comme nouveauté la gestion et le signalement des incidents. On en a plus que parlé dans cet appel. La continuité des activités de la gestion de crise. Je pense que l'exemple du ransomware est très parlant d'une entreprise qui ferme, une PME, parce qu'elle n'a pas mis en place des plans de continuité d'entreprise en cas de ransomware, en cas de tout simplement de pandémie, hein. C'est concerné également par cette directive, par exemple le cas du Covid-19, de la Covid-19, pardon, qui a mis beaucoup d'entreprises à l'arrêt, alors qu'il y avait des entreprises avec des plans de continuité qui étaient déjà définis pour des pandémies, qu'on avait aidé d'ailleurs avant les pandémies, qui s'étaient préparés à ça et qui ont continué à tourner merveilleusement bien. Également, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, comme je l'ai dit, il y a énormément de propagation, de malware, de phishing via les chaînes d'approvisionnement. Typiquement, vous avez un fournisseur ou quelqu'un que vous connaissez, en qui vous faites confiance, une autre entreprise qui vous envoie un email et vous ne faites pas spécialement attention et il s'avère que cette personne avait été compromise par un malware parce qu'elle avait été fichée, vous êtes fiché également. Et dans ce cas-là, il y a potentiellement des virus, des malwares qui se propagent sur vos systèmes informatiques. Donc tout ça, c'est vraiment les nouveaux focus de la directive de NIS 2. Maintenant, l'aspect pratique, l'aspect qui vous intéresse probablement plus. Voilà. Comme on l'a dit, il y a deux cadres de référence qui vous permettent de rentrer en conformité avec NIS 2. Il y a ISO 27001 et il y a Siphon. Siphon qui a été développé par le CCB, notamment par SafeOnWeb, mais SafeOnWeb, c'est juste le site gouvernemental qui est mis en place pour aider les entreprises par le CCB avec tous les outils que vous pouvez retrouver dedans. Je vous conseille très fortement Press Meeting, ou aujourd'hui, ou la semaine prochaine, ou quand vous aurez des congés si vous le souhaitez, de visiter la toolbox de Siphon, qui s'appelle la Cyber Fundamental Toolbox sur SafeOnWeb. Il y a énormément d'outils qui sont disponibles. Il y a notamment le cadre de référence dont on va parler juste après, qui est Siphon, mais il y a également des outils pour se positionner au niveau du risque perçu de l'entreprise. Il me semble que c'est Victor Guilla qui en parlait, mais en effet, vous pouvez potentiellement, en justifiant, en motivant votre décision, estimer que le risque, estimé par la directive, ne s'applique pas dans votre cas, dans votre entreprise.
Voilà, je vous remercie et bonne journée à tous.